Bonjour Yves Dautriot. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vladimir Poutine va donc entériner officiellement aujourd'hui l'annexion de 20% du territoire ukrainien dans un discours à suivre cet après-midi sur LCI. Il a déjà signé d'ailleurs il y a quelques heures des décrets qui reconnaissent l'indépendance des régions de Zaporijia et de Kherson. J'ai envie de tenter une lumière d'optimisme ce matin avec vous. Est-ce qu'on peut espérer qu'ils nous disent, qu'ils se disent « Bon, j'ai atteint mes objectifs, j'ai récupéré le Donbass, l'Est de l'Ukraine ». Je m'arrête là. Ou est-ce que c'est totalement illusoire? Moi, je pense qu'il restera silencieux sur ce point. Il pourra surtout dire à son peuple, parce que ce discours s'adresse essentiellement au peuple russe, et peut-être aussi à certains pays qu'il considère comme ses alliés, qu'il a gagné politiquement. Le peuple, avec des guillemets, par ces fameux référendums truqués, ça c'est ce que nous disons, lui il ne va pas le dire, a souhaité adhérer à la Fédération de Russie. Comme vous dites, 15-20%, oui, on arrive à 20%, et puis il faut ajouter évidemment la Crimée, qui avait déjà été annexée en 2014. Les objectifs sont très largement remplis. Tout ça pour occulter en fait une sorte de défaite militaire, puisqu'au moment même où il s'exprime, on voit l'armée ukrainienne depuis maintenant 3 semaines, 4 semaines, reprendre du terrain, y compris d'ailleurs dans des oblasts qui se sont soi-disant exprimés pour l'annexion avec la... On va revenir en détail à la situation sur le terrain dans quelques instants, juste pour rester encore un moment sur cette prise de parole tout à l'heure de Vladimir Poutine. Hier, à votre place sur ce plateau, l'ancienne première ministre ukrainienne, Yulia Tymoshenko, disait sur LCI que cette reconnaissance par Poutine de cette pseudo-indépendance des oblasts relève de l'hystérie. Alors, elle est opposante, elle est opposée à Poutine. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressemble à de l'hystérie ou comment vous qualifieriez l'état de Vladimir Poutine? En tout cas, ces référendums sont clairement illégaux. Ce n'est pas ainsi qu'on procède. La France sait bien ce que c'est que les référendums d'autodétermination. On en a fait 3 en Nouvelle-Calédonie. Et on sait, il s'est entouré d'énormément de garanties. Il y a des listes électorales. Est-ce qu'il y a des listes électorales dans ces 4 oblasts, sachant qu'on est en plein état de guerre et que beaucoup d'habitants de ces oblasts ont été forcés de les quitter, notamment tous ceux qui sont qualifiés de pro-ukrainiens et non pas de pro-russes. Des rapports de l'OSCE et puis de l'ONU publiés cet été démontraient qu'il y avait eu des camps de filtration par lesquels avaient dû passer dans ces zones occupées des centaines de milliers d'Ukrainiens qui habitaient dans ces zones et qu'on a envoyés en Russie. Où sont-ils? Ils auraient dû pouvoir s'exprimer s'il y avait un référendum. Donc, hystérie ou pas, certainement illégalité. Et je crois que cette illégalité n'inquiète pas seulement l'Occident, enfin, l'Europe, les États-Unis, mais c'est susceptible d'inquiéter le monde entier. Parce qu'à ce moment-là, un peu partout dans le monde, on peut organiser de la même manière de soi-disant référendums d'autodétermination et revoir les frontières entre les États. Donc c'est une source conflictuelle considérable. Alors justement, vous l'avez rappelé, l'Occident avait préalablement condamné, l'a dit, Joe Biden, le président américain, rappelait jamais, jamais, jamais on ne reconnaîtra ces annexions. L'ONU également a dit que ces annexions n'avaient pas leur place dans le monde moderne. Il va y avoir une réunion avec l'examen d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU à ce sujet. Bon, on n'a aucun doute sur le fait que la Russie va mettre son veto, bien sûr. Mais que peut faire la Chine? Puisqu'on voit que la position chinoise est un équilibre difficile à trouver. La Chine s'était déjà abstenue au moment de l'invasion. Donc la Chine est quand même très gênée de voir cette source potentielle conflictuelle, finalement, à ses frontières. La Chine, ce que veut la Chine, c'est la stabilité, de manière à bien établir son hégémonie dans sa zone et surtout préserver le commerce international. Elle est très dépendante. Nous sommes dépendants de la Chine, mais la Chine est dépendante de nous. Et tout ce qui fracture le bon fonctionnement du commerce international l'affecte. Donc, les Chinois sont effectivement inquiets. Le président Xi Jinping est en train de préparer son fameux congrès au courant du mois d'octobre. Je pense qu'il fait passer des conseils de modération auprès de Poutine. La seule question est de savoir, est-ce que Poutine l'écoute? Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il l'écoute? Est-ce qu'on a vu le moindre signe qui sous-entendrait que Poutine puisse être sensible à ces arguments? Il semble que plutôt non, notamment ces menaces répétées à l'usage de l'arme nucléaire, alors voilée, pas voilée. Pour M. Medvedev, l'ancien président russe, qu'on considérait comme modéré il y a 10 ans,
Lui, alors, enfonce les choses très clairement en disant que dès lors que ces référendums sont en faveur de l'annexion, dès lors que l'annexion se fait, c'est le territoire russe. Et à ce moment-là, la doctrine militaire russe permettrait d'utiliser l'arme nucléaire. Il dit la Russie a le droit. Il utilise même le mot de droit, comme s'il y avait un vernis légal, juridique qui lui permettait d'agir Alors ainsi. ça, c'est aussi un facteur d'inquiétude pour l'Inde et la Chine et pour le reste du monde. Parce que Hiroshima, ça reste quand même très prégnant dans le monde entier, hein, même si ça date de 1945. Et la règle en matière nucléaire depuis Hiroshima, c'est que le nucléaire, c'est une arme qu'on n'utilise pas. Et on en parle le moins possible. Or là, ce n'est pas seulement de ces derniers jours, mais depuis février dernier, à plusieurs reprises, les plus hautes autorités russes ont évoqué cette menace Donc nucléaire. le fait que la Russie en ait tant parlé ces derniers temps, de votre point de vue, contribue à son isolement? Je crois que oui, parce que la non-prolifération, c'est un sujet très sensible pour le monde entier. Si on explique que nous refusons la prolifération nucléaire, je rappelle qu'en mois de janvier dernier, les 5 puissances nucléaires dotées, ce qu'on appelle parfois le P5, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis, la Chine, la France et le Royaume-Uni, ont réitéré leur engagement à ne pas utiliser en premier l'arme nucléaire. Et je rappelle aussi qu'il y a quelques semaines, il y a eu la conférence d'examen annuelle tous les 5 ans de tous les pays qui ont signé ce fameux traité de non-prolifération nucléaire qui s'est tenu. Il n'y a pas eu de texte de consensus. Et vous savez pourquoi? Parce que la Russie a refusé ce texte qui demandait aux Russes d'être très, j'allais dire, précautionneux avec la centrale nucléaire de Zaporijjia. Eh bien, à cause de ça, les Russes ont refusé un texte de consensus sur la non-prolifération. Tout ça, ça finit par inquiéter, et pas seulement l'Occident, mais le monde entier. Et par isoler donc un peu plus la Russie. Hier déjà, Vladimir Poutine a pris la parole. Il s'exprimait devant les dirigeants séparatistes, des 4 régions dont on a parlé précédemment. Il a eu une formule étonnante, enfin étonnante vue d'ici. Il a dit l'Occident s'effondre. Quand il dit ça, il parle à qui? Est-ce qu'il parle à sa population? Est-ce qu'il parle à son régime, à ses dignitaires qu'il soutienne pour dire « Regardez, j'arrive quand même à mes fins, j'ai fragilisé l'Occident » parce que vu d'ici, on ne voit pas l'effondrement de l'Occident, bien sûr. D'abord, il s'adresse aux Russes. Dans la propagande russe officielle, depuis fort longtemps, on dit que la Russie a été humiliée dans les années 90. On dit que la disparition de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc tout ça, c'est le discours poutinien qui est répété tous les jours. Et si vous, Russes, vous rencontrez aujourd'hui des difficultés dans la vie quotidienne, c'est à cause des sanctions décrétées par l'Occident. Donc le méchant dans cette affaire, c'est évidemment l'Occident. Oui, il dit même l'Occident élabore des scénarios pour attiser de nouveaux conflits dans notre espace. Voilà. Alors ça, c'est un peu grotesque, parce que c'est vrai que dans ce qu'ils appellent l'espace, c'est les anciennes républiques socialistes soviétiques, en Asie centrale, dans le Caucase, la Biélorussie, la Moldavie, l'Ukraine, justement. Eh bien, s'il y a des difficultés dans cet espace, certainement pas à cause de l'Occident. Vous avez vu que la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, il y a eu à nouveau des morts il y a quelques jours. Il y a des problèmes de frontières entre le Tadjikistan et le Kirghizistan en Asie centrale. Ce n'est pas l'Occident qui est derrière. Ce sont des problèmes souvent qui tiennent aux frontières entre ces pays, frontières qui ont été établies par Staline, notamment pour diviser toutes ces nationalités entre elles, diviser pour régner, ce que faisaient les Britanniques dans l'Empire des Indes. Les Russes, à l'époque de l'URSS, pratiquaient la même chose, et on en tire les conséquences aujourd'hui. Sur le plan intérieur, là on disait il parle en partie aux Russes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Vladimir Poutine est affaibli sur le plan intérieur? On viendra dans un instant à la question du terrain. Un peu plus tôt cette semaine, à votre place, le général Michel Yakovlev disait « Les militaires russes se sentent tellement humiliés qu'ils nourrissent un ressentiment inouï envers Vladimir Poutine parce que de leur point de vue, il a entraîné le délitement de l'armée russe et il l'a mise dans une situation impossible. Et ça le fragilise sur le plan intérieur, y compris à Moscou. » Alors même que dans la période antérieure, Poutine se gargarisait d'avoir renforcé et rééquipé complètement une armée russe qui, dans les années 90, sous Yeltsin, s'était retrouvée. Ce qui, pour le coup, est vrai. Il a pour le coup redonné quelques moyens. Il a augmenté les budgets, il a certainement amélioré l'état ordinaire de l'armée russe, la logistique, mais on en voit les failles. Depuis le début de cette invasion,
tous les plans proposés par les Russes et sans doute supervisés par le commandant en chef, c'est-à-dire Poutine lui-même, tous ces plans se sont révélés défectueux. Il fallait prendre Kiev en 3 semaines. Les soldats russes seraient accueillis avec du pain et du sel, comme on dit là-bas. On a vu le résultat, ça a été la débandade. Bien sûr. Et ensuite, il a effectivement gagné des points dans l'Est, mais c'était vraiment au prix j'allais dire, de massacre, de destruction. La destruction de Mariupol à 95% est flagrante, sans parler des crimes de guerre qui ont été commis. On parle même de possibilité de crimes contre l'humanité. Évidemment, les soldats russes en sont les témoins aux premières loges. Et ça crée du ressentiment. On voit dans les réseaux sociaux qu'on a pu infiltrer des conversations de soldats russes avec leurs familles qui démontrent qu'ils sont dans un état lamentable, que c'est tout juste s'ils peuvent se nourrir normalement. On en parlait hier sur l'antenne, des révélations de médias américains qui montrent des enregistrements de conversations incroyables. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'à le fragiliser, même politiquement, faire naître une contestation au sein de son régime, une concurrence, une volonté peut-être même de l'armée de finir par le renverser et de le remplacer? Oui, alors on dit qu'il n'y a pas tellement de tradition de coup d'État militaire en Russie, mais on pourrait penser à d'autres civils qui voudraient prendre sa place. Mais du point de vue de l'Ukraine et j'allais dire, de l'Occident, c'est pas forcément mieux. Parce qu'on sait qu'il y a encore des gens encore plus nationalistes, y compris autour de Poutine, encore plus radicaux. Donc, il y a beaucoup de doutes sur... alors, je ne suis pas un kremlinologue, c'est très difficile de savoir ce qui va se passer, mais il joue effectivement sa survie. Et ce référendum, ce discours aujourd'hui, sont importants de son point de vue, pour sa propre survie. Il va atteindre 70 ans un soutien. Et pour le régime. Alors, vous y faisiez allusion tout à l'heure, il y a une situation sur le terrain, on va y venir, qui est quand même très compliquée pour la Russie. Depuis plusieurs semaines, en effet, il y a un recul, il y a une contre-offensive ukrainienne qui est efficace. Là, on guette ce qui se passe du côté de la ville de Liman, qui est dans la région de Donetsk, précisément dans l'est du pays, un endroit qui est censé être un bastion pro-russe, si on écoute Vladimir Poutine. Est-ce qu'il vous semble acquis que Liman va retomber aux mains des Ukrainiens et que les Ukrainiens, surtout, vont pouvoir continuer à avancer vers l'Est et à enfoncer les positions russes? Est-ce que ce sont eux qui sont aujourd'hui en position de force sur le terrain? Il y a quand même une dynamique de l'offensive. Alors on sait que l'offensive, c'est beaucoup plus coûteux en hommes, j'allais dire, parce qu'il faut 3 à l'offensive contre 1 en défensive. Mais là, depuis la fin du mois d'août, et début du mois de septembre, les Ukrainiens ont vraiment surpris les Russes. Vous avez noté que toute la propagande ukrainienne indiquait qu'on allait attaquer au sud, vers Kherson. C'est de l'intoxication, exactement comme Eisenhower faisait pour annoncer un débarquement dans le Pas-de-Calais, alors que le débarquement en juin 1944 a eu lieu en Normandie. C'est un peu la même tactique. Ils ont été visiblement surpris. On a parlé à ce moment-là de véritables débandades russes. Alors, il y a une offensive. On se retrouve devant de grands fleuves qui sont difficiles parfois à traverser, mais j'ai cru comprendre que dans les derniers jours, ils ont réussi, les Ukrainiens, à franchir ce fleuve. Liman, c'est le cas à Kupiansk, qui est une ville qui a été reprise, d'abord d'un côté du fleuve, puis la rive. Du fleuve. Et ce verrou de Liman, on dit que c'est important pour effectivement ensuite poursuivre vers l'ensemble du Donbass. Donc, bon, on va voir ce qui va se passer. Ce qui se passe, c'est que du côté ukrainien, on est aussi pris par le temps, puisqu'on arrive au mois de octobre, novembre. Il y a une période de grande pluie, de grand froid, et c'est beaucoup plus difficile d'imaginer. Pris par le temps, dans tous les sens du terme, ça y compris par la météo, vous voulez dire, parce que la météo va jouer un rôle, ce qu'on appelle la Rasputitsa, localement, qui est la saison des mauvaises routes, parce qu'il pleut beaucoup et que ça crée... les terrains, Donc, il y a une urgence du côté ukrainien. Alors, pour autant, on est loin d'avoir récupéré l'ensemble du territoire, comme d'ailleurs le démontrent ces fameux référendums. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, je pense que cette guerre va malheureusement, au prix de beaucoup de vies humaines, se poursuivre. Ça veut dire, quand vous dites se poursuivre, vous dites c'est pas une question de semaine, ça ne peut pas se finir avec l'hiver, de votre point de vue. Ça va aller au-delà. À mon avis, non. Pourquoi ? Parce que du côté ukrainien, c'est existentiel. C'est l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'Ukraine, avec le soutien de beaucoup de pays. Ce n'est pas seulement l'Occident, il y a quand même 140 pays à l'ONU en février dernier qui ont condamné l'invasion. Et puis du côté de Poutine, comme on vient de le dire, et le régime russe, c'est aussi existentiel.
hein, c'est l'image du régime vis-à-vis de son peuple, hein, un grand pays de 140 millions d'habitants qui a quand même des ressources. Il ne faudrait pas imaginer, en dépit de toutes ces difficultés militaires, que la Russie n'a pas de ressources. Elle a des ressources financières, elle a des ressources énergétiques, elle a des ressources humaines. Hein, c'est un pays de plus de 140 millions d'habitants. Donc, du côté russe, on a les moyens pour faire durer cette malheureuse guerre. Du côté ukrainien, on est ultra déterminé à la poursuivre. Et donc, malheureusement, c'est une équation pour une guerre longue. Qu'est-ce que vous appelez de longue? On parle de quoi? On parle de mois? On parle d'années? Quel est l'ordre de grandeur quand vous dites longue? C'est-à-dire qu'une guerre, quand elle se termine, ça se termine normalement par un accord de paix ou un armistice qui clôt définitivement le conflit. Alors aujourd'hui, au moment où je vous parle, imaginez un accord de paix, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis 2014 entre l'Ukraine et la Russie, ça paraît difficile à imaginer. Alors on peut imaginer peut-être des cessez-le-feu. Hein, je crois que c'est la Chine qui en a parlé tout récemment, un cessez-le-feu. On peut imaginer un cessez-le-feu, mais un cessez-le-feu, ce n'est pas la fin d'une guerre. C'est provisoire, ça permet à chacun de se ressourcer, de se réorganiser. Et ça peut être suivi de reprise du conflit. C'est ce qu'on appelle des conflits gelés. Et des conflits gelés, dans l'espace russe, il y en a beaucoup. Hein, le Nagorno-Karabakh, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Ossétie du Sud, l'Abkhazie, en Géorgie. Il y a même beaucoup plus près de chez nous la Moldavie avec la Transnistrie. Ce sont toujours des conflits gelés, largement gelés, à l'initiative de la Russie. Au moment où on se parle d'ailleurs, l'agence France-Presse indique qu'une frappe russe a frappé le sud de l'Ukraine faisant 23 morts. C'est la preuve aussi que les Russes continuent militairement malgré tout d'œuvrer et ne laissent pas uniquement les Ukrainiens avancer. Quand vous dites il faut un accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies pour se dire qu'on puisse se mettre autour de la table et discuter. Il faut oublier cette voie. Hier, Yulia Tymoshenko disait d'ailleurs sur le plateau d'LCI, la victoire se fera uniquement sur le champ de bataille. Il y a la conviction qu'on est sur un terrain militaire uniquement et que la diplomatie n'a pas sa place en réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Demain, enfin, quand je dis demain, vous voyez ce que je veux dire. Demain, pour vous, c'est dans certains, on a compris. Il faudra heureusement que la diplomatie reprenne la parole. Alors, il faut trouver sans doute des médiateurs. Alors là, on cite à nouveau la Chine, l'Inde, la Turquie, mais aussi le secrétaire général de l'ONU. On peut penser, par exemple, au conflit entre l'Iran et l'Irak, qui a duré. Saddam Hussein a attaqué le régime de Khomeini juste après la révolution de Khomeini en 1979. On est en 1980. Il veut en profiter. Se dit, ce pays est en état de déliquescence. Je vais récupérer l'Arabistan, riche en pétrole. C'est une guerre qui a duré 10 ans. Et au bout de 8-9 ans, Pérez de Cuéllar, qui était à l'époque secrétaire général des Nations Unies, s'est rendu compte que les militaires étaient absolument épuisés. Les deux régimes, en fait, ne demandaient qu'une médiation. Il fallait qu'elle vienne de l'extérieur. Le secrétaire général de l'ONU est parfaitement habilité à le faire. Ça fait partie de son mandat. Il a obtenu l'assentiment des grandes puissances et il a pu aboutir à un accord de paix. Le problème aujourd'hui avec la Russie, c'est que la Russie est l'une de ces grandes puissances et qu'elle tient, par son veto, le Conseil de sécurité. Donc il faudrait que le secrétaire général fasse ça de lui-même, sans demander l'avis du Conseil de sécurité. Alors, même si, pour le coup, il lui reste l'Assemblée générale, qui, elle, n'est pas soumise au veto russe et qui peut permettre au moins de faire des votes symboliques, de dire qu'il y a une majorité de pays qui demandent, qui souhaitent, qui... Voilà. Alors avec l'Assemblée générale, c'est vrai qu'on a cette large majorité de 140 pays, mais dans ceux qui s'abstiennent, vous avez d'énormes pays. L'Inde, la Chine, donc c'est 3 milliards d'habitants. Et donc il faut bien soutenir compte. J'aurais juste évoqué, il nous reste peu de temps, Yves Dautriot, le cas de Nord Stream. Il y a eu donc ces fuites repérées depuis le début de la semaine, de manière assez floue, incapable de dire jusqu'ici qui en est à l'origine. Il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU également à ce sujet aujourd'hui. L'OTAN a dénoncé des actes de sabotage. On soupçonne la Russie qui, elle, dit c'est un État étranger et qui pointe du doigt les Américains. Il y a une crainte qui s'est développée depuis quelques jours, Yves Dautriot, c'est de se dire si les gazoducs Nord Stream ont été touchés, d'autres gazoducs peuvent l'être, celui en provenance de Norvège, d'Algérie, les câbles sous-marins aussi qui transportent des données, par exemple. Est-ce que, de votre point de vue, on est potentiellement entré dans une nouvelle phase de la guerre et qui peut
s'extraterritorialiser. C'est-à-dire que là, on n'est plus sur le territoire ukrainien. Et pourtant, il se passe des choses. C'est ce qu'on appelle la guerre hybride. La guerre, ce n'est pas uniquement une guerre entre des armées équipées d'armes. C'est aussi la cyberguerre. C'est aussi les atteintes indirectes par des actes de sabotage aux infrastructures dites critiques. Et les infrastructures que vous avez citées, les gazoducs, les oléoducs, les câbles sous-marins, c'est éminemment critique. Toutes les relations entre l'Amérique du Nord et l'Europe, les flux de données numériques, ça passe notamment par des câbles sous-marins, qui sont parfois d'ailleurs des câbles anciens. Enfin, les premiers câbles ont été posés entre la Grande-Bretagne et la France au début du siècle dernier. C'est vital, et on sait que ces infrastructures critiques sont susceptibles d'être attaquées. On avait repéré, je crois que les Australiens avaient repéré des sous-marins chinois dans l'océan Indien, qui essayaient de détecter les lieux où se trouvent ces câbles sous-marins. Donc il y a de vraies menaces. Et il faut être particulièrement vigilant par rapport à ça. Mais je crois que l'OTAN, les pays essaient de se protéger contre ces menaces. Mais il faut reconnaître que de telles menaces, il est difficile d'y parer parce qu'il y a des milliers de kilomètres de câbles. Et impossible, bien sûr, de surveiller l'intégralité des océans et des mers, même la Baltique, qui n'est pas une mer immense. On a vu que c'était très compliqué d'identifier ce qui s'était passé. Merci beaucoup, Yves Doutrillo, d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui On va continuer d'en parler dans quelques instants avec Elisabeth Martichoux pour le temps de l'info.